Le cas de Lindley Street. Je sais ce que j'ai vu et ce que la police a vu en ma présence. C'était irréel. Révérend Bill Charbonneau. En 1974, la maison de Gerald et Laura Goodin s'est retrouvée saccagée par quelque chose que personne ne voyait, mais qui renversait les meubles, les faisait léviter et les projetait au loin. Effrayés, ils ont fini par demander de l'aide. Malheureusement, à cette époque, Ed Warren venait tout juste de perdre sa mère, et il n'a pu rester que 2 jours sur place. Peu de temps après, il a commencé à éprouver des regrets. Il se disait qu'il aurait pu gérer différemment l'affaire, qu'il qualifiait de formidable explosion de poltergeist. L'interview suivante a été réalisée par l'écrivain Edward Gorman. Quand avez-vous entendu parler de Lindley Street pour la première fois? Ed Warren. Notre bonne amie, Sue, suivait le cas alors qu'il se développait. À cette époque, nous étions plongés dans une autre enquête et nous nous battions pour régler des problèmes personnels. Ma mère venait tout juste de mourir et j'étais, inutile de vous le dire, accablé par la peine. Lorraine tenait la maison prête pour les visiteurs, de nombreux amis de ma mère qui se rassemblaient chez nous. Edward. C'est Sue qui vous a appelé? Ed. Oui. Sue n'est pas très excitable, mais... Edward. Elle était excitée ce jour-là. Ed. Oh oui, elle était très excitée. Je pouvais l'imaginer en train de sautiller à l'autre bout du téléphone. Et je ne peux pas l'en blâmer. Les gens qui consacrent leur vie à l'occulte espèrent tous qu'un jour ou l'autre, un cas viendra qui sera tellement incontestable que même le plus grand des sceptiques sera obligé d'y croire. Nous sommes habitués au mépris, aux doutes et aux insultes sur notre santé mentale et nos motivations. Edward. Et le cas que vous a décrit Sue rentrait dans cette catégorie? Ed. Tout à fait. En fait, je n'arrive pas à trouver un exemple équivalent au cours des 20 ou 30 dernières années. Edward. Que vous a-t-elle raconté? Ed. Eh bien, elle m'a dit qu'à Lindley Street, à Bridgeport, dans le Connecticut, des policiers, des prêtres et des journalistes étaient en train d'observer les manifestations d'un poltergeist. Edward. Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils voyaient? Ed. Oh oui. Sue m'a dit que tout le monde en parlait et que nous devions venir voir par nous-mêmes ce qu'il en était. Edward. Sue n'exagérait pas. Ed. Pas du tout. Edward. Est-ce que vous êtes parti immédiatement? Ed. Dès que j'ai pu. Edward. Est-ce que Lorraine vous a accompagné? Ed. Elle est venue plus tard. Edward. Alors vous y êtes allé tout seul? Ed. Oui. Edward. Étiez-vous excité? Ed. J'en tremblais littéralement. Je voulais voir si la situation était aussi extraordinaire que ce que disait Sue. Je pense que j'étais soulagé aussi. Edward. Ah bon? Ed. Quand vous perdez quelqu'un de proche, vous vous sentez soulagé si des événements viennent vous distraire momentanément de votre peine. J'étais très proche de ma mère, et le cas de Lindley Street était la promesse d'un répit. Edward. Avez-vous dépassé la vitesse autorisée pour arriver plus vite là-bas? Ed. Presque. Edward. Étiez-vous déjà allé à Bridgeport auparavant? Ed. À de nombreuses reprises. C'est une très belle ville, vous savez. Mais je n'étais pas préparé du tout à ce que j'allais voir. Edward. Quoi donc? Ed. Sue m'avait conseillé de chercher l'hôpital Saint-Vincent, et je l'ai fait. Elle m'a dit que Lindley Street était juste à côté, et que l'hôpital m'indiquerait la bonne direction. Mais je n'ai pas eu besoin de lui pour trouver la rue. Edward. Comment ça? Ed. Il y avait tellement de gens autour de la maison de Gerald et Laura Goodin, les victimes de l'infestation démoniaque,
que vous n'auriez pas pu rater l'endroit même si vous l'aviez voulu. Edward. Combien de personnes étaient rassemblées là? Ed. Il y avait 3 voitures de police, 2 camions de pompiers et 35 personnes à peu près. C'est monté à 1000 ou 1500 personnes en 3 jours quand la nouvelle est devenue internationale. 1500 personnes au moins. Je n'oublierai jamais cette sensation. Je suis monté au sommet de la colline et en bas, juste en dessous, il y avait tous ces gens rassemblés. J'avais l'impression que la fin du monde était arrivée et que la seule nourriture disponible se trouvait dans cette petite maison. Edward. Qu'avez-vous fait, Ed? Je me suis garé à quelque distance et j'ai fait mon chemin à travers la foule. Les gens hurlaient, criaient et pointaient du doigt. Ça avait quelque chose d'inquiétant. Vous sentiez que cette foule pouvait facilement devenir hors de contrôle. Edward. Vous étiez effrayé? Ed. Inquiet peut-être, pas effrayé. Edward. Avez-vous envisagé de faire demi-tour? Ed. Je suppose que l'idée m'a traversé l'esprit. Edward. Est-ce que quelqu'un vous a importuné? Ed. Non. Comme je l'ai dit, c'était juste comme une poussée de fièvre. Je me demandais ce qui allait se passer. J'en ai même vu quelques-uns pleurer. Ça me rappelait les histoires que vous entendez à propos de Lourdes. Comment les gens fondent en larmes et gémissent. Ça ressemblait à ça. Edward. Comment avez-vous réussi à approcher de la maison? Ed. Je me suis présenté à 2 policiers et je leur ai dit que j'étais là pour une très bonne raison. Heureusement, ils m'ont cru. Edward. Ils vous ont amené jusqu'à la maison? Ed. Oui. Edward. Et on vous a laissé entrer? Ed. Oui, une fois qu'ils ont su qui j'étais. Edward. C'était comment à l'intérieur? Ed. Un désastre. Je n'avais jamais rien vu de tel. Toutes les 5 minutes, quelque chose était renversé ou arraché des murs. Le phénomène durait depuis quelque temps. Donc, vous pouvez imaginer l'état de la maison. Edward. Il y avait des témoins? Ed. Oh oui, c'est ce qui rend le cas de Lindley Street aussi extraordinaire. Pour une fois, vous aviez une bonne douzaine de témoins, dont les policiers. Edward. Pourquoi la police est-elle intervenue? Ed. Un des voisins des Gooding était un policier de Bridgeport nommé Parrish. Edward. Comment s'est-il retrouvé impliqué? Ed. Il retournait chez lui quand les Gooding l'ont appelé. Ils avaient entendu des bruits. Il n'y avait pas d'étage, c'était une maison de plain pied. Edward. Il est entré pour enquêter? Ed. Oui. Il est rentré et il leur a demandé d'attendre sous le petit porche. Il est allé dans la cuisine et les bruits sont devenus plus clairs. Mais ça n'est pas ça qui l'a vraiment surpris. Edward. Il a entendu autre chose? Ed. Non. Il a traversé la cuisine et il a vu le réfrigérateur sautiller d'avant en arrière. Le meuble lui a même heurté le coude alors qu'il passait devant. Edward. Il était sûr d'avoir vu ça. Ed. Il n'y avait aucun doute. Edward. Qu'a-t-il fait ensuite? Ed. Eh bien, après avoir cherché une explication, il a signalé le problème à la police de Bridgeport, et les Gooding ont demandé de l'aide aux prêtres de l'église locale. Edward. Ont-ils réussi à l'obtenir? Ed. L'église catholique fuit toute forme de publicité. Sa réaction n'a pas été différente dans son cas. Edward. Ils n'ont pas voulu coopérer du tout? Ed. Ils ont envoyé un très gentil prêtre qui a béni la maison et toutes les personnes présentes. C'était une scène assez émouvante en vérité. Vous aviez la famille Gooding et tous ces policiers en uniforme agenouillés sur le sol pendant que le prêtre les bénissait. Edward. Est-ce que le poltergeist a continué à se manifester? Ed. Oh oui. Edward. Donc, vous avez été témoin de certains phénomènes. Ed. Non seulement j'en ai été témoin, mais j'ai même été impliqué. Edward. Est-ce que Lorraine vous a rejoint? Ed. Oui.
Elle est venue avec le père Fred Garvey, un prêtre de notre secteur qui a étudié à Rome. Il effectue des recherches et donne des cours, dont un sur l'occulte et la parapsychologie. Edward. Qu'ont-ils pensé de ce qu'ils ont vu? Ed. Déjà, à leur arrivée, la foule devant la maison s'était encore agrandie. Certains rapports parlent d'1 millier de personnes. Ed. Est-ce que la presse mondiale était impliquée? Ed. Oui, à cette époque, les 3 grands médias américains et des journalistes de tous les pays étaient présents. L'histoire a fait la une des journaux pendant 48 heures. Edward. Est-ce que les choses s'étaient calmées dans la maison? Ed. Elles s'étaient calmées jusqu'à un certain point. Le père Garvey a évalué la situation, puis il nous a donné ses impressions et il a décidé de passer un peu de temps avec la fille des Goodine, âgée de 9 ans. Edward. Il avait découvert quelque chose de spécial à son sujet? Edward. Dans les enquêtes de ce genre, vous cherchez toujours comment le démoniaque a pu s'introduire dans la maison. Les démons utilisent souvent les enfants. Edward. Ainsi, le père Garvey pensait que le démon l'avait peut-être utilisé. Ed. Peut-être. Edward. Elle avait quelque chose de spécial? Ed. Les Goodine avaient perdu leur enfant unique, un garçon. Il était très jeune et sa mort avait été terrible. Après sa disparition, ils avaient adopté une petite fille indienne des Seven Nations au Canada. Ils l'adoraient, mais elle avait des problèmes. À l'école, par exemple, les enfants se moquaient d'elle. Ils la provoquaient et elle leur répondait par des insultes. Je suppose que sa vie intérieure était riche et fantaisiste, comme le sont souvent celles des enfants uniques. Quand elle était seule à la maison, elle semblait heureuse, mais dès qu'elle sortait, les problèmes commençaient. Edward. Est-ce qu'elle a pris part aux événements durant la période de 48 heures? Ed. Les Goodine nous ont raconté une histoire étrange à propos de son chat. Ce chat s'appelait Sam. Et il semblait parler. Du moins, c'était l'impression qu'il donnait. Vous restiez dans une pièce vide avec Sam près de vous, et vous pouviez entendre cette voix. Sa seule et unique origine possible était le chat. Comme le père Garvey avait été formé à l'université pontificale de Rome, et qu'il avait une bonne connaissance de la démonologie, il avait déjà entendu parler de phénomènes semblables. Il a alors décidé de passer un peu de temps à interroger la fille. Edward. Est-ce que le chat parlait vraiment? Ed. Ça n'était pas vraiment le chat qui parlait, ou qui chantait « Vive le vent », mais des démons qui essayaient de déstabiliser les gens. Edward. Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire de ce genre avec le professeur particulier de la fille? Ed. En effet, les Goodine avaient cru bon d'embaucher un professeur pour leur fille, et une très charmante dame lui donnait ses leçons. Un jour, elles ont entendu une voix folle maudire et jurer derrière une porte. Quand elles l'ont ouverte, elles ont trouvé le chat. Elles ont tout fouillé pour s'assurer que personne ne se cachait là. Il n'y avait personne. La voix avait une seule origine possible, Sam, le chat. Inutile de préciser que la dame a été secouée. Les Goodine ont eu beaucoup de mal à la persuader de revenir. Edward. Et est-ce qu'elle est revenue? Ed. Non, je ne pense pas. De nombreux phénomènes se produisaient. Dès que les gens l'ont appris, ils ont commencé à éviter la maison. Edward. Quand les Goodine ont-ils été convaincus du côté surnaturel de l'affaire? Ed. Le samedi soir, juste avant mon arrivée. Edward. Que s'est-il passé? Ed. Laura Goodine faisait le dîner, debout, devant la cuisinière. Son mari et sa fille étaient à table. Ils avaient installé une grosse télévision dans la cuisine pour regarder les informations pendant qu'ils mangeaient. Quoi qu'il en soit, Laura Goodine faisait le dîner quand tout à coup, cette lourde télévision a été projetée sur un de ses pieds. Edward. Est-ce qu'elle a été blessée? Ed. Elle a eu 2 orteils cassés. Edward. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ed. Ils n'ont pas vraiment su quoi faire. Beaucoup de gens sont trop effrayés pour faire quoi que ce soit en de telles circonstances. Edward.
Certains disaient qu'ils étaient fous. Ed. Plutôt intéressés, comme s'ils avaient monté toute l'affaire pour des raisons personnelles. Edward. Vers qui peuvent se tourner les gens en de telles circonstances? Ed. Bien, ils peuvent toujours nous appeler, Lorraine et moi. Edward. Est-ce que ça peut les aider de contacter leur église ou leur paroisse? Ed. Parfois, comme je l'ai dit, les membres du clergé peuvent se montrer très sceptiques, et même carrément cruels quelquefois. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je le signale par précaution. Vous trouverez occasionnellement des prêtres qui se montreront hostiles quand vous aborderez le sujet du surnaturel. Edward. Mais le père Garvey a passé toute une journée à interroger la fille. Il ne s'est pas montré hostile? Ed. Pas le moins du monde. Il voulait comprendre ce qui se passait dans cette maison. Edward. Qu'a-t-il découvert? Ed. Eh bien, une fois encore, un problème classique. Les enfants perturbés attirent le démoniaque. Edward. Elle vous a semblé perturbée, à vous? Ed. Bien sûr. Déjà, elle avait des problèmes à l'école. Vous savez, malgré notre supposée tolérance, à nous, les Américains, nous avons toujours du mal à accepter les étrangers comme voisins. Eh bien, c'était aussi simple que ça dans son cas. Edward. Mais elle n'avait pas invité le démoniaque dans sa vie. Ed. Oh non, rien de tout ça. Elle avait peut-être été un moyen pour lui. Edward. Peut-être? Ed. Nous n'avons pas eu le temps de faire quoi que ce soit de définitif durant ces 48 heures chaotiques. Edward. Donc, le père Garvey a parlé avec elle, et les étranges événements ont continué. Ed. Oui. Par exemple, Lorraine a eu la main très sévèrement brûlée, alors qu'elle était assise sur une chaise. Je l'ai rarement vue souffrir autant. C'était une brûlure psychique, ce qui signifie qu'elle avait été infligée par le démoniaque. Et il y avait même toutes sortes d'incidents amusants. Par exemple, cette table qui se soulevait souvent dans les airs. Elle faisait le tour de la pièce avant de redescendre sur le sol. J'étais debout quand j'ai vu arriver une femme avec un pichet de café. Apparemment, elle voulait le poser sur la table. Je l'ai arrêtée juste à temps. Comme je la mettais en garde, la table s'est soulevée et elle a commencé à faire des pirouettes dans les airs. Si le pichet avait été dessus, il y aurait eu du café partout. C'est une des choses à savoir. Dans des situations comme celle-là, il y a des moments vraiment comiques. Edward. Comment s'est comportée la police durant cette période? Ed. Au fil des ans, nous avons travaillé avec quelques agents de police, bons et coopératifs. Mais, question endurance, nous n'avons jamais rencontré un groupe qui rivalisait avec celui-là. Ils étaient fascinés et un peu effrayés par ce qui se passait. Mais ils restaient juste là, et ils aidaient autant qu'ils le pouvaient. Edward. Est-ce qu'ils ont été directement impliqués dans certains événements? Ed. Bien sûr. Ils ont vu des postes de télévision se soulever de leur table et descendre très lentement vers le sol. Ils bougeaient d'une telle manière qu'ils ne se brisaient jamais en tombant. Edward. À combien s'élevait la foule à ce moment-là? Ed. La presse l'estimait à plus de 1000. À un moment, un crucifix a explosé. L'histoire a semblé particulièrement exciter les journalistes, et ça ramenait plus de monde encore. Edward. C'est arrivé le second jour? Ed. En fait, ça s'est produit le premier et le deuxième jour, mais les gens ont tout de suite compris la signification de l'incident. Quand vous y réfléchissez un moment, c'est la pire des profanations. Le corps du Christ sur la croix, ça représente le moment où il est mort pour nos péchés. Apparemment, les forces démoniaques essayaient de nous dire quelque chose. Edward. Que pensez-vous qu'elle essayait de vous dire? Ed. Qu'elles veulent la victoire du chaos. Regardez, il y a 2 forces primaires au travail dans le cosmos. Le chaos et l'ordre.
Le chaos apporte la maladie, la souffrance, la haine et la guerre. L'ordre apporta l'amour, la compassion, la créativité, l'optimisme. Ce sont des choses que Jésus-Christ inspire en chacun de nous. Le chaos veut détruire les bonnes impulsions humaines et les remplacer par de mauvaises. Edward, vous avez vu tout ça dans la maison des Godwin? Ed, absolument. Par exemple, un séminariste est venu le second jour et il a invité la famille à réciter des rosaires. C'était un moment très religieux, très touchant. Mais comme il terminait, une silhouette noire est apparue et lui a donné un coup de poing. Il savait ce qu'était cette forme noire et brumeuse, bien sûr. Il a attrapé la fille dans ses bras et l'a portée hors de la maison. Edward, pour la mettre en sécurité? Ed, la silhouette l'a suivi alors qu'il courait vers la porte des voisins les plus proches. Edward, il a réussi à l'éviter? Ed, oui, il était choqué, tout comme la fille, bien évidemment. La silhouette l'a suivi jusqu'à la maison voisine et elle a donné un coup sur la porte. Edward, et elle est retournée chez les Godwin. Ed, une fois de retour, le poltergeist a continué. Edward, des objets volés? Ed, des meubles étaient renversés. Edward, on entendait des grattements dans les murs? Ed, et des voix dans les toilettes, dans les couloirs. Je n'avais jamais rien vu de tel. Edward, comment les Godwin le vivaient-ils? Ed, tout considéré, très bien. Edward, comment vous et Lorraine avez-vous réagi? Ed, comme je vous l'ai dit, nous venions d'avoir un décès dans la famille, donc nous étions émotionnellement fatigués. À la fin de la seconde journée, nous avions vraiment besoin de revenir à la normalité. Edward, qu'est-ce que ça veut dire? Ed, ça veut dire prendre des douches, de vrais repas, avoir des vêtements propres, ce genre de choses. Edward, donc vous êtes retourné à la normalité, comme vous dites, et... Ed, et le téléphone a sonné. Edward, c'était le père Garvey, n'est-ce pas? Ed, en effet. Edward, et qu'est-ce qu'il a dit? Ed, il a dit que le chef de la police de Bridgeport avait déclaré que toute l'affaire de Lindley Street n'était qu'un canular. Edward, comment a-t-il pu faire ça, avec tant de témoins parmi lesquels ses propres hommes, qui pouvaient raconter ce qu'ils avaient vu? Ed, nous ne l'avons jamais su. La police peut faire n'importe quoi au nom de la loi et de l'ordre. Apparemment, la faute a été rejetée sur la fille. D'après le chef de la police, elle avait tout monté. Edward, est-ce que les Godwin ont soutenu cette version? Ed, pas vraiment. Ils disaient que leur fille n'était pas responsable de l'incident, mais d'un autre côté, ils ne croyaient pas non plus en une cause surnaturelle. Ce qui se passait là-bas tenait du miracle. Une preuve concrète de la réalité des choses que nous avions passé nos vies à explorer. Et tout a été nié. Edward, mais vous ne savez pas pourquoi? Ed, les raisons habituelles, je suppose. Nous ne voulons pas faire face au surnaturel, et ça m'a toujours semblé bizarre. Nous avons un pays qui semble croire profondément en une sorte de vie après la mort, mais qui refuse d'envisager que cette vie puisse avoir un effet sur notre existence actuelle. Il y a ce royaume du surnaturel, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour le nier. La plupart des gens sont gênés quand vous abordez le sujet. Ces mêmes personnes qui vont à l'église tous les dimanches, et qui prient un Dieu que la plupart d'entre elles n'ont jamais vu ou entendu. Si nous pouvons imaginer et croire en un Dieu, alors pourquoi est-il si difficile d'accepter son opposé? Edward, êtes-vous resté en contact avec les Godwin? Ed, non. Edward, et avec le père Garvey? Ed, oh bien sûr, nous parlons avec lui fréquemment et nous travaillons avec lui. Edward,
vous avez des regrets à propos du cas de Lindley Street? Ed. Je suppose. Je veux dire, ça aurait été bien, avec du recul, d'avoir nos propres témoins indépendants. Des gens qui auraient pu témoigner de ce qu'ils avaient vu pendant ces 2 jours. Edward. Vous semblez presque en colère. Ed. Oui, c'est du gâchis. Heureusement, il y a quand même eu un point positif. Edward. Quoi donc? Ed. Les rapports écrits des différents agents de police qui étaient là durant la plupart des incidents. Edward. Vous les avez en votre possession? Ed. Oui, nous les avons. Et ils confirment notre version des événements. Point final.